Merci. Bonjour. OK. Donc, c'est un plaisir d'avoir Dr. Joseph de Koning et Dr. Ashley Nixon aujourd'hui avec nous. Dr. Joseph de Koning est professeur émérite à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Il mène de la recherche sur le sommeil et les rêves depuis plus de 50 ans. Son intérêt pour la relation entre les rythmes biologiques et le sommeil lui a permis de se pencher récemment sur les effets de la pratique du changement d'heure sur le sommeil des Canadiens, qui fait l'objet de sa présentation. Dr. Ashley Nixon est une jeune chercheuse dans le domaine de la psychologie, spécialisée dans le sommeil, les rythmes circadiens et la lumière. Elle a récemment terminé son doctorat en psychologie à l'Université d'Ottawa et travaille maintenant comme chercheuse pour le Conseil national de recherche du Canada, où elle poursuit ses recherches sur les effets de la lumière et d'autres facteurs environnementaux sur les humains. Merci. Donc, je vais juste ajouter ça comme dimanche. Je suis un petit peu plus grande. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'heure avancée et le sommeil. Donc, qu'est-ce que la science nous enseigne pour le Canada spécifiquement? Donc, comme un survol, on va passer sur les rythmes circadiens, l'horloge biologique et le sommeil. Puis par la suite, on va faire le cheminement vers les effets du changement d'heure et de l'heure avancée, ainsi que la situation canadienne. Donc, pour commencer, on a une horloge biologique. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs processus internes dans le monde interne, physiologiquement et autres, qui sont alignés avec un cycle de 24 heures. Et ce cycle de 24 heures-là, on appelle ça des rythmes circadiens. Donc, ça veut dire un rythme de 24 heures. Donc, ici, on a un exemple d'un rythme circadien d'une personne qui se couche autour de 11 heures PM et se lève vers 6 heures AM. Donc, on va passer à travers les différents processus juste pour se donner une idée. Donc, si on se lève vers 6 heures, vers 6h45, il y a une hausse de pression pas mal accrue. Donc, cette hausse de pression est pas mal associée avec un plus grand risque de crise cardiaque. Donc, souvent, les accidents de ce genre arrivent autour de cette heure-là. Si là, on poursuit vers 7h30, il y a un arrêt de sécrétion de mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est notre hormone un petit peu, notre sleepy hormone, mettons. Donc, ça l'arrête puisque l'on est réveillé. Vers 8h30, on a un mouvement de l'intestin probable. Vers 10h, il y a une haute de vigilance, c'est notre plus haut point de vigilance, donc c'est un bon temps de la journée peut-être à faire, mettons, un examen final. Vers midi, c'est la meilleure digestion. À 1h30, ce serait le meilleur temps de faire une sieste, puis un petit pas de côté pour une sieste, 20 minutes, c'est un montant idéal pour une petite sieste. Vers 2h30, c'est le meilleur temps pour notre coordination. 3h30, meilleur temps de réaction. Donc, autour de ce temps-là, ce serait un bon temps de faire, mettons, des sports. Vers 5h, on a une meilleure force musculaire et efficacité cardiovasculaire. Donc, ce serait, mettons, le meilleur temps d'aller au gym, par exemple. Vers 6h30, il y a le plus haut pression artérielle. Vers 7h, le plus haut point de température corporelle. Puis, on va voir le point du plus bas point plus tard dans la soirée. Vers 9h, on a le début de sécrétion de la mélatonine, donc encore l'hormone de sommeil qui commence à accumuler à peu près 2 heures avant notre heure habituelle de sommeil. Vers 10h30, on a le mouvement de l'intestin est bloqué pour la soirée et là, tu peux voir que nous tombons endormis, on dort. Et là, vers 2h du matin, c'est le sommeil le plus profond. Et vers 4h30 du matin, c'est le point le plus bas en termes de température. Donc là, on voit le contraste avec le plus haut point avant le sommeil. Et là, on recommence le cycle. Donc, tous ces cycles-là arrivent en parallèle à des différents rythmes, mais on va voir une différente façon de le voir ici. Donc, par exemple, ça, c'est un rythme encore de la température corporelle centrale. Donc, ici, on l'a plus d'une façon linéaire. Donc, on a la journée dans les boîtes jaunes et dans les boîtes bleues, c'est le temps de nuit. Sur l'axe horizontal, on a l'heure, donc 6 h du matin, midi, 10 h, etc. Puis sur l'axe j'oublie, mais l'axe vertical, on a les différentes températures comparables, donc ça varie environ de 36 degrés Celsius à 38 degrés Celsius. Donc, on peut voir que durant la journée, ça augmente. Et là, autour du sommeil, ça commence à descendre rapidement. Et là, le matin, ça remonte. Donc, tous ces rythmes circadiens-là ont ce genre de pattern-là où ça monte et ça descend à travers la journée à des différents rythmes, à des différents pics.
puis des différents creux, mettons, à différents temps. Une chose particulière ou un à côté, souvent, le monde qui a de la misère à dormir, on suggère de mettre la température de la chambre autour de 18 degrés Celsius, plus ou moins peut-être 2 degrés, pour essayer de mimiquer ce déclin-là durant le soir. Donc, ça aide notre corps un petit peu à enclencher ce processus-là s'il y a peut-être un petit peu de la misère. Donc, le monde avec l'insomnie, par exemple, il y a cette suggestion-là qui est souvent faite. Donc, un autre cycle circadien, c'est le cycle veille-sommeil, qui veut dire vraiment le temps qu'on va au lit et le temps qu'on se réveille. Puis à travers l'âge, il y a des différences qui surviennent. Donc, à l'adolescence, on voit souvent un délai de phase. Donc, ça veut dire qu'on a tendance à se coucher plus tard et se réveiller plus tard. Donc, en haut, on a un exemple un petit peu plus typique, mettons le average ou la moyenne, où on se couche vers 22 h et on se lève vers 7 h, un petit peu comme la planète qu'on a vu tantôt. Mais là, par en dessous, on voit le délai de phase. Donc, la boîte de sommeil où il y avait la Lune est maintenant un petit peu plus vers la droite, qui représente, c'est ça, le coucher plus tard et le coucher plus de bonne heure. Donc, ce type aussi, en termes de chronotype, c'est un type de nuit. Mais là, avec l'âge, on progresse, donc les personnes un peu plus aînées, on voit l'opposé qui commence à survenir. Donc, il y a une avance de phase qui veut dire qu'on se couche un peu plus tôt et on se réveille un petit peu plus tôt, qui devient encore, comme en termes de chronotype, peut-être un morning type, une personne de type matin. En termes de synchroniseur, donc on a tous ces processus-là, mais comment qu'on garde tout en genre excuse mon manque de mots, mais comment qu'on garde la machine qui fonctionne. Donc, il y a plusieurs différents types de synchroniseurs qui nous aident. Par exemple, l'exercice, l'activité sociale, les repas, la mélatonine qui était notre hormone de sommeil, la température, mais le synchroniseur le plus important ou le plus significatif, c'est l'exposition à la lumière. L'affaire très importante par rapport à la lumière, c'est de l'avoir le matin. Donc, techniquement, oui, on a nos cycles de 24 heures, nos rythmes circadiens, mais notre rythme est un petit peu plus que 24 heures, donc plus vers, comme, mettons, 24 heures et une couple de minutes. Donc, ça fait qu'on a besoin de quelque chose pour faire, mettons, un reset le matin. Donc, la lumière le matin nous permet de faire cet entraînement-là. Donc, ça nous permet de garder notre 24 heures, même si peut-être un petit peu plus techniquement, on est un petit peu plus que 24 heures. Donc, en termes de le processus de la lumière, donc, nous avons le nucléus suprachiasmatique, qui est, mettons, notre horloge en chef, qui se trouve dans l'hypothalamus, donc une petite région dans le cerveau. Donc, on a la lumière qui arrive à travers l'œil, ça rend à notre horloge en chef. Et l'horloge en chef dit à toutes les autres petites horloges qu'on a dans le corps, mettons dans notre intestin ou nos cellules de peau. Donc, c'est vraiment un chef d'orchestre pour que tous les autres processus à l'interne fonctionnent ensemble et en synchronie. Par contre, il y a des situations où c'est un peu plus désynchronisé, comme par exemple dans la dépression ou dans d'autres cas un petit peu plus particuliers. Mais en général, c'est pas mal consistant. Au niveau du sommeil, il y a un grand continuum de besoins de sommeil. Donc, il y a du monde qui sont un peu plus des petits dormeurs, donc de 5 à 6 heures. Puis, à l'autre bout du continuum, on a du monde qui sont plus des grands dormeurs, donc ils ont tendance à dormir 10 à 11 heures. Puis, il y a plusieurs différents facteurs qui vont venir influencer pour déterminer où on se situe sur le continuum. Donc, des choses comme la composante génétique, ou des affaires héréditaires, mais aussi l'environnement et les croyances envers le sommeil. Ceci dit, le consensus des chercheurs, c'est vraiment que les adultes devraient dormir durant 7,5 heures par nuit sur une base régulière, et encore régulière est le mot-clé, pour maximiser leur état de santé. Donc, il y a plusieurs fonctions de sommeil, et ceci, c'est juste un exemple de quelques-uns. Au niveau physiologique ainsi que psychologique. Donc, au niveau physiologique, on a les choses comme la récupération et la restauration, la croissance physique, le système immunitaire, le contrôle hormonal, surtout au niveau digestif. Donc, si on a manque de sommeil, on a tendance à avoir plus faim à cause qu'il y a une dysrégulation maintenant au niveau des hormones. Donc, il y a plusieurs fonctions. Il y a aussi la conservation de l'énergie, la régulation de la température. Et là, si on passe au niveau psychologique, il y a le contrôle des émotions et de l'humeur, ainsi que le fonctionnement cognitif. Donc, il y a des choses comme l'apprentissage de la mémoire et les fonctions exécutives. Donc, comme on peut avoir un sens, quand on est fatigué, on a tendance à être beaucoup plus émotionnel, on a de la misère à faire des décisions, on est un peu plus impulsif.
Donc, on peut voir vraiment que le sommeil a une fonction très importante. Il y a plusieurs facteurs qui affectent la quantité et la qualité du sommeil, dont l'âge, comme on a discuté tantôt, mais aussi les troubles physiques et mentaux, donc la dépression ou les stress post-traumatiques. Il y a aussi les troubles de sommeil, dont l'apnée du sommeil, qui est un problème très, très prominent. Il y a les facteurs environnementaux, dont le bruit. Donc, par exemple, si tu as un voisin en haut dans un building de condo qui décide de sauter pendant 3 heures, à 3 heures du matin, ça va avoir des impacts sur ton sommeil. Ou la lumière de route, donc par exemple, les lumières des autoroutes qui rentrent par nos fenêtres va affecter notre sommeil. Ou la température, mettons, il y a des gros problèmes à Vancouver dans la dernière année où il y avait des grosses hausses de température, des 30-40 degrés Celsius, mais on dort dans cette température-là, donc ça affecte vraiment notre qualité de sommeil, vu que, comme on a mentionné, l'idéal serait peut-être plus autour de 18 degrés Celsius. Mais aussi, une affaire importante pour la qualité et la quantité du sommeil, c'est la régularité des rythmes biologiques. Mais là, il y a quelque chose qui arrive dans notre société qui crée un problème, dont la pratique de l'heure d'été ou le Daylight Saving Time. Donc là, je vais passer la parole à Joseph pour qu'il prenne la relève à ce niveau. Bonjour, vous m'entendez bien? Bon, magnifique. Alors, Ashley vient de faire une très belle présentation du sommeil et puis on voit que c'est d'une importance extrême en fait. Le sommeil, je dis toujours, c'est le dénominateur commun de la santé mentale et physique. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le sommeil, ça se répercute dans la vie éveillée. Alors, c'est donc très important de le préserver. Alors, la pratique du changement d'heure. Qu'est-ce que c'est que la pratique du changement d'heure? C'est effectivement ce qu'on appelle en anglais le Daylight Saving Time, en français l'heure avancée ou souvent l'heure d'été. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, on décide d'avancer l'heure d'1 heure. Donc, au lieu d'être minuit, il va être 1 heure du matin. Qu'est-ce que ça fait? C'est que cette pratique-là qui a été mise en place pour qu'on sauve de l'électricité, soi-disant en soirée, parce qu'on aurait moins besoin de lumière, tout ça, ça a été mis aussi en place pour dans le temps des guerres. Mais ça continue encore aujourd'hui. Et on le fait, vous allez voir pourquoi, on le fait seulement pendant l'été, parce qu'en hiver, ça pose des problèmes que je vais évoquer. Alors, l'heure avancée, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on déplace la lumière vers le soir. En anglais, ça s'appelle Daylight Saving Time. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas Daylight Saving. On ne sauve pas de la lumière, on la déplace. Et c'est ce qui pose de grands problèmes dans le public aujourd'hui, c'est que les gens pensent que l'heure d'été, ça nous donne plus de lumière, ça devrait nous en donner plus pendant l'hiver si on la gardait à l'année longue. Alors, cette pratique-là, elle n'est pas répandue sur dans tous les pays. Vous voyez en bleu sur l'image suivante, on voit que c'est vraiment en Amérique du Nord que c'est pratiqué, puis en Europe de l'Ouest. Alors, c'est pas vraiment, c'est surtout évidemment aussi dans les pays plus industrialisés, mais ce n'est pas vraiment tout le monde qui passe à travers cet exercice. La pratique du changement d'heure, elle a été remise en question constamment parce qu'effectivement, ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde, mais il y en a qui persistent à vouloir la garder. Surtout, il y en a beaucoup qui veulent passer à l'heure d'été pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, au Canada, cette pratique-là, elle est parce qu'aux États-Unis, en ce moment, c'est débattu en Europe,
C'était très intense les 4, 5, 6 dernières années parce que là, les scientifiques s'en sont mêlés, puis il y a beaucoup d'industries qui ont voulu aussi, les industries en général sont pour leur avancée. Et au Canada, la question se pose aussi. Avant d'aller plus loin, laissons simplement clarifier que leur avancée s'est utilisée en Amérique du Nord de telle sorte que c'est la même chose Canada, États-Unis, Mexique, principalement. Donc, tout ce qui va se passer par rapport à ça, ça va impliquer toute l'Amérique du Nord. Sinon, ça deviendrait trop chaotique. Alors, au Canada, il y a plusieurs provinces qui se sont prononcées et ça va dans toutes les directions. L'Ontario a, par exemple, proposé de passer à l'heure d'été, à l'heure avancée, à l'année longue, parce qu'il y a eu du lobby des dépanneurs puis de certaines industries, pensant qu'ils feraient plus d'argent le soir. Même en hiver, ils ont dit on va faire ça à l'année longue. L'Alberta a essayé. En tout cas, c'est assez compliqué parce que chaque province, finalement, essaie d'y trouver son compte. Alors, nous, on va revoir exactement qu'est-ce qui arrive avec la pratique de l'heure avancée telle qu'elle a été maintenant étudiée depuis quelques années par des scientifiques et puis par nous autres aussi au Canada. Ashley, ici, a fait une super revue de la littérature, des centaines d'articles qui ont été faits, qui ont été publiés. Puis elle a fait une synthèse pour ensuite se prononcer pour le Canada. Alors, c'est ça qu'on va parler ici, là, qui va être le cœur de la chose. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'on s'aperçoit que les changements d'heure, ça désynchronise. Ashley a bien expliqué tout à l'heure, vous avez votre horloge biologique, elle tourne sur 24 heures, puis là, soudainement, vous avancez d'une heure. Alors, toutes les activités que Ashley a évoquées, ils sont dérangés d'une heure. Ben, ce n'est pas la fin du monde, une heure. Oui, ça marque parce que ça affecte tout le fonctionnement de la journée. C'est pour ça que les gens ne se sentent pas bien. Ben, dans le cas du printemps, on avance l'heure, on perd une heure de sommeil. Dans le cas de l'automne, on revient à l'heure normale. Et là, on a la possibilité de gagner une heure de sommeil, mais quand même, notre système s'est adapté. Ce qui arrive, c'est que, comme l'a évoqué aussi Ashley, l'horloge, elle a 24 heures, mais c'est une horloge qui a un peu plus que 24 heures. Elle a besoin de se resynchroniser. OK? Alors là, ce qui arrive, c'est que cette resynchronisation-là, elle se fait le matin surtout. Et si vous le faites, si vous ne le faites pas, bien, vous allez toujours être en débalance avec la lumière. Alors, c'est ce qui arrive là, c'est qu'on s'aperçoit que le changement d'heure du printemps, c'est celui qui est problématique, celui où on passe à l'heure d'été. Parce qu'on manque d'une heure de sommeil. Alors, tout de suite, les gens arrivent le lundi, puis ils sont plus fatigués, il y a plus d'accidents, c'est assez bien documenté, et il y a plus de crises cardiaques. Parce que vous savez, beaucoup de gens qui ont des prédispositions pour avoir des problèmes, qui ont ils dorment déjà pas assez, tous les gens qui sont sur la marge, qui ont de la misère à s'adapter, qui sont anxieux, cette manque d'une heure de sommeil-là, ça paraît. On a démontré en laboratoire, ça affecte le comportement. Donc, c'est très important. Ensuite, c'est le problème, donc, c'est que la lumière est déplacée vers le soir. On a tendance, normalement, on devrait avoir plus de lumière le matin là, pour se resynchroniser, mais on n'a pas été déplacé. Alors, au printemps, il fait noir plus tard. Alors, les gens commencent à 6-7 heures du matin, et au lieu de venir au travail à la clarté, ils vont être à la noirceur. Alors, ça, c'est un problème qui exacerbe le problème du printemps. Et ensuite, il fait clair plus tard le soir. Alors, plus tard, la lumière le soir, ça retarde encore la sécrétion de la mélatonine. Alors, on a toutes sortes de forces qui nous amènent à nous coucher plus tard. Et quand ça continue pendant l'été, ce qui arrive, c'est qu'il va faire clair de plus en plus clair, de plus en plus tard le soir. Et ça va très, très, très loin.
Alors, donc, le problème de l'été, c'est qu'on a ce qu'on appelle le décalage social. On a tendance à se coucher de plus en plus tard. Les adolescents, tout ce beau monde-là, de telle sorte qu'on a tendance à moins dormir parce que s'il faut qu'on se réveille à la même heure le lendemain, ça ne marche pas. Alors, le problème de décalage social, c'est important, très important, on va y revenir parce que quand on arrive à l'automne, on revient à l'heure normale, ce qui devrait arranger les choses. Mais essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'à l'automne, on peut gagner une heure de sommeil, mais là, la lumière, elle revient en phase avec le soleil. Alors, la vraie heure solaire, c'est lorsque la lumière est directement au-dessus de nous à midi. Alors, l'horloge s'arrange bien avec ça. Là, ce qui arrive, c'est qu'en revenant à ça, il fait noir plus tôt dans l'après-midi. Alors, soudainement, comme ça, on a cet effet dépressif de la lumière de l'après-midi. Alors, donc, ça pose des problèmes aussi à l'automne. Mais comme on dit, là, c'est vraiment le problème, c'est au printemps qu'il y a beaucoup d'effets. Alors, on voit sur l'image ici les effets sur la santé. Il y a des augmentations de crise cardiaque, il y a plus de dépression, il y a même plus de suicides. Alors, c'est toujours les gens qui sont sur le bord de problèmes, ils apparaissent plus rapidement. Là. La même chose, les gens qui sont déjà fatigués. C'est pour ça qu'il y a des accidents. Et puis tout ça. Donc, il y a des facteurs qui ne sont pas... Il y a des choses qui ne sont pas... Les gens, par exemple, vont peut-être faire un peu plus de dépression, mais ça ne rend pas les gens complètement pathologiques, des schizophrénies, des crises comme ça, parce que ce n'est pas vraiment un gros changement. OK? Alors, qu'est-ce que ça ferait le changement si on passait à l'heure d'été de façon permanente? Vous devez le deviner déjà. Des pays l'ont essayé. La Russie l'a essayé en 2011 à 2014. Et puis, ils ont fait ça à la grandeur. C'est grand, la Russie, c'est au nord, un peu comme le Canada. Et effectivement, ça n'a pas marché. Les États-Unis l'ont essayé pendant 1 an. Et juste le premier hiver, il y a ce qu'on peut prévoir. C'est que quand arrive le mois d'octobre, novembre, il fait la fenêtre de lumière est de plus en plus petite. Alors, parce qu'on est au nord, et puis la relation avec le soleil. Et là, le problème, donc, c'est que cette fenêtre-là se rapetisse. Et ce qui arrive, c'est que si on était à l'heure avancée pendant l'hiver, à ce moment-là, les gens iraient travailler à la noirceur le matin parce que la lumière, la petite fenêtre de lumière est déplacée vers le soir. Alors, c'est ça qui est le problème. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas été accepté. Mais on revient à la charge constamment des industries, des gens qui profitent de la lumière du soir, les terrains de golf, ces choses-là. C'est des gens qui veulent que ça soit comme ça. Maintenant, on va aller plus particulièrement. En passant, les arguments qui sont employés là, ont presque tous été déboutés, si vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai. On ne sauve pas d'électricité parce que finalement, quand on a la lumière, plus de lumière tard le soir en été, bien, en fait, le soleil est plus tard dans le... Alors, il y a plus il y a plus d'humidité, il y a plus de chaleur, de telle sorte qu'on emploie l'air climatisé. L'air climatisé coûte beaucoup plus cher que l'électricité, les ampoules et ainsi de suite. Les terrains de golf, bien, les gens ne peuvent pas jouer. Ils peuvent jouer plus tard dans l'après-midi, mais ils ne peuvent pas jouer le matin. Ceux qui vont en Floride, ils savent qu'ils vont jouer au golf à 6 heures, là, ça marche. Alors, et toutes ces choses-là, ça ne marche pas. Les gens qui faisaient de l'exercice le soir, qui font plus d'exercice le soir, bien, ils le font le matin, on s'aperçoit. Ça ne change pas les habitudes d'exercice d'avoir l'heure d'été à l'année longue. Alors, les associations, donc, scientifiques, ont toutes arrivé à la même conclusion. On devrait abandonner ce changement d'heure-là et passer revenir à l'heure normale. C'est comme ça que l'humanité a évolué avec 12 heures de lumière, 12 heures de noirceur. Tout est arrangé en fonction de ça. Alors,
qu'est-ce qui arrive au Canada? Bien, au Canada, la situation est nordique, c'est que notre fenêtre elle passe de 16 heures pendant l'été de lumière, elle descend à 8 heures seulement. Puis plus vous êtes au nord, des villes comme Edmonton, comme ça vient à 7h30, 7h, 7h30 seulement. Alors, à ce moment-là, la fenêtre dont on dispose pour avancer puis pour reculer, bien, elle est trop petite. On s'en aperçoit beaucoup plus. Vous savez, avec les changements de luminosité, passer de 16 à 8, ça se fait tranquillement à coup de 2-3 minutes par jour. Mais là, on le fait d'un coup sec, puis c'est ça qui change, qui fait que l'horloge vient toute mêlée. Alors, ça, c'est la situation nordique. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on n'a pas assez de marge de manœuvre de lumière pour se permettre de passer, par exemple, à l'heure permanente, l'heure d'été de façon permanente. Dans le sud des États-Unis, en Floride, ça paraîtrait beaucoup moins des problèmes que ça pose. D'accord? Alors, le deuxième problème qui est un peu compliqué, puis que je vais évoquer là, assez rapidement, mais c'est que les fuseaux horaires, ils n'ont pas été. Les fuseaux horaires, c'est quand ils ont fait ça, là, établi l'heure normale, ben, c'était 24 heures, parce que pour le tour de la Terre, ils ont mis des fuseaux. Puis si les fuseaux, c'est en fonction de l'illumination du soleil à midi au-dessus de, mettons, d'Ottawa, ben, alors ça fait la période d'une heure de passage du soleil. On fait des frontières, puis il y en a 24 comme ça autour de la Terre. Okay? Le problème, c'est quand ils ont établi, ils ont dit, par exemple, Québec puis Ontario, on fait tout ensemble, l'économie, tout ça, alors on veut avoir le même fuseau. Alors, on a élargi le fuseau. Ce qui fait que ceux qui sont à un bout, hein, comme à Thunder Bay, et puis à l'autre bout, c'est la Gaspésie, ils sont complètement en dehors du vrai fuseau horaire. Ça fait que ça pose des problèmes. Okay? Alors, si on regarde la carte du Canada, vous voyez tout de suite, vous voyez là, le Québec et l'Ontario sont tous en beige, juste à l'ouest de l'Ontario, puis on voit même la Gaspésie là, qui en fait devrait être à l'heure atlantique, puis l'ouest de l'Ontario devrait être à l'heure centrale. Okay? Et quand on s'en va, j'ai une autre image ici qui montre, c'est celle-là, il me semble qu'il y en avait une autre, non? Il n'y en avait pas une autre plus proche. Ah oui, quand on voit ici, ça c'est montrer comment est-ce que les fuseaux horaires sont vraiment mal faits, parce que tout ce qui est en rouge, c'est des parties qui sont en dehors de leur fuseau horaire. Et ce que ça fait, ça, c'est que si on passe à l'heure d'été, à l'année longue, un endroit comme Calgary, qui est déjà complètement en dehors de son fuseau horaire, qu'est-ce qui arrive? C'est que le soleil se lève à 8 heures, bien, il se lève déjà à 8h30 parce qu'ils sont en dehors du fuseau, ils sont à l'ouest. Et puis là, si on passait à l'heure d'été à l'année longue, le soleil se lèverait à 9h30. Okay? Alors là, ce serait vraiment un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle on recommande de vraiment pas, au Canada, passer à l'heure avancée à l'année longue. On devrait rester à cette pratique actuelle ou surtout revenir à l'heure normale. Il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et puis, cette anomalie-là serait moins marquée. Hop. Hop. Alors, nous, ce que l'on recommande, la Société canadienne du sommeil, suite au travail d'Ashley, d'autres collègues et moi-même, c'est qu'on recommande l'abandon de la pratique du changement d'heure, puis à rester à l'heure normale. Pour ça, on devrait dire, on voudrait que au niveau fédéral, que le gouvernement canadien fasse justement des audiences puis étudie ça comme il faut.
Le grand problème, c'est que les États-Unis, eux, ils vont vouloir probablement aller à leur avancée. Puis là, on va être forcé un peu, mais on dit que le Canada devrait se prononcer, pas chaque province. Ça va devenir de la cacophonie. Alors, si, par contre, on décide qu'on ne peut pas faire l'ornade, les gens veulent pas ça, ils veulent encore avoir l'été qui fasse clair très tard. Bien, si c'est ça, on dit, bien, le changement d'heure, on le fait le samedi au dimanche. On dit non, 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 on ne devrait pas le faire le samedi au dimanche, on devrait le faire le vendredi. Ça donnerait toute la fin de semaine pour s'habituer, puis le lundi, les gens auraient moins de problèmes. La deuxième recommandation, c'est que le changement d'heure, c'est les États-Unis qui nous ont obligés de faire ça, il se faisait avant au mois d'octobre et au mois d'avril. Alors, à ce moment-là, la fenêtre d'illumination est plus grande. Alors, si on revenait à ça, ou même si on le faisait en septembre puis en juin, si on voulait faire ça, si on le faisait, à ce moment-là, il n'y aurait pas le problème de la lumière le matin qu'on a avec l'heure avancée. Il n'y aurait pas ce problème-là. Donc, la recommandation, c'est ça, il y en a deux, c'est tout simplement, on fait le changement le vendredi et puis ensuite, on prend une plus grande partie de l'hiver à l'heure normale. Et c'est la recommandation. Il y a des ressources en ligne, si vous voulez étudier ça plus. La Société canadienne du sommeil a un énoncé que j'ai développé pas mal ici avec vous. Ensuite, il y a toutes les associations américaines et tout ça, mais il y a un site, si vous vous débrouillez bien en anglais, qui est formidable, qui s'appelle Save Standard Time, qui est fait aux États-Unis, mais qui a tous les renseignements sur tout ce qui arrive dans le monde sur ce sujet-là, avec beaucoup d'illustrations. Alors, voilà, je vais simplement vous faire une petite remarque en terminant, c'est que moi, je suis un astronome amateur. Donc, je fais de l'astronomie le soir et je sais que pendant l'été, avec l'heure avancée, il fait noir très tard. Alors, quand on arrive au mois de juin, avec l'heure avancée, il fait noir, le soleil se couche vers 9h15, 9h30, mais avec la pénombre, ça dure jusqu'à 11h. C'est seulement vers 11h qu'on est capable de voir le ciel. Alors, les enfants qui sont dans les colonies de vacances, puis tout ça, qui voudraient faire de l'astronomie, il faut qu'ils restent très tard le soir. Et il y a très peu d'enfants maintenant, souvent, qui sont exposés à l'astronomie. Et ça, c'est parce que c'est une anomalie. Voyez-vous, on ne suit pas normalement, on verrait les étoiles le soir, mais là, on ne les voit presque pas pendant l'été. Puis pendant l'hiver, il fait trop froid pour passer, pour être là. Alors, voilà. Merci et bonne heure d'été pendant l'été, là, mais espérons qu'on va revenir à la normale à l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci beaucoup. Donc, on a des questions. C'était vraiment intéressant, merci. Donc, on a quelques questions. La première, c'est que donc, vous avez montré que ce n'est pas tout le monde qui pratique l'heure d'été dans le reste du monde. Donc, sur quoi se base la décision de ne pas changer dans des autres sociétés que des sociétés occidentales? Est-ce qu'il y a des raisons politiques ou économiques? Je garde toujours. De ne pas faire la pratique du changement d'heure. C'est tout simplement que les humains ont évolué avec le soleil. Hein? Ils ont évolué avec le soleil, puis surtout, évidemment, c'était, si on regarde l'horloge biologique, ça s'est établi sur des millions d'années. Nos ancêtres, là, les Néandertals, tout ça, et eux, ils étaient plus vers l'équateur, et c'était 12 heures, 12 heures, 12 heures, voilà, ils dormaient, bien, ils étaient inactifs. Alors, ça, c'est comme ça que l'horloge s'est bâtie. Okay? Alors, il n'y a pas eu d'involonté de faire cette espèce de truc-là. Seulement quand est arrivé avec l'industrialisation du 18e siècle, 19e, que là, ils ont dit, il est en guerre, puis tout ça, il fallait qu'ils fassent des industries, qu'ils construisent des canons, puis construire des choses, puis comme ça se faisait mieux à la fin d'après-midi, que
rallongeait la journée du côté du soir. Et pendant l'été, c'était encore mieux parce qu'évidemment, il y a déjà beaucoup d'illumination, mais là, ils pouvaient travailler jusqu'à 11 heures le soir. Donc, c'était utilitaire, ceux qui l'ont fait. Okay? Puis c'est les endroits où ils étaient en guerre avec la machinerie, voyez-vous. Puis après ça est arrivée la question de l'électricité. Alors, tout ça, ça vient des pays industrialisés, ça ne vient pas des pays africains où la guerre se faisait encore de la même façon. Hein? Puis, donc, il n'y avait pas d'intérêt à avoir ça, voyez-vous. Alors, c'est ça l'idée. Parce que je viens d'un pays qui ne change pas son daylight. Non, c'est ça. Oui. OK, une autre question. On a beaucoup de temps pour les questions. Y a-t-il des différences entre les sexes dans la façon dont leur d'été perturbe les rythmes biologiques? En fonction du genre, c'est-à-dire? En fait, ce qui arrive, il y a des différences individuelles, celles qui sont importantes. Ashley, je pense qu'on l'a évoqué un peu, c'est la question du type du soir, type du matin. Alors, ceux qui sont type du soir sont très affectés par l'heure avancée parce qu'ils ont déjà tendance à se coucher tard le soir. Puis là, avec la lumière plus tard, bien, ça exacerbe leur situation. Puis s'il faut qu'ils aillent travailler le matin, c'est ça le problème. Mais du point de vue du genre, je ne sais pas si j'ai vu de sondage. On n'a pas vu dans la littérature des sondages où les hommes ou les femmes avaient des points de vue différents. J'imagine que ça serait peut-être plus des hommes qui travaillaient dehors, qui auraient peut-être pour des usines, mais dans le temps des guerres, les femmes travaillaient autant pour fabriquer des canons, ces choses-là. Alors, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de cette question. Merci beaucoup. La question prochaine, c'est pour la part de Ashley dans la présentation. Donc, vous avez mentionné certains facteurs qui affectent le sommeil. Nous nous demandions si certains d'entre eux pouvaient être subjectifs. Par exemple, si une personne aime s'endormir au son d'un bruit. Oui, il y a des définitions de différents types de bruit. Il y a aussi même des études qui démontrent que certaines ondes pourraient même amplifier, mettons, c'est quoi, slow wave sleep, sommeil lent. Donc, il y a de la littérature qui commence à pousser dans ce domaine-là, que je suis un peu moins familière avec, mais aussi, tu sais, comme le bruit blanc ou le bruit brun, par exemple, qui est souvent utilisé pour des nouveau-nés, qui bloque un petit peu les bruits inconsistants. Donc, la question, c'est un peu plus le rythme encore du bruit qui serait plus particulièrement important à ce niveau-là. Allô? Merci beaucoup. C'est toutes les questions. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Maintenant, on fait une pause jusqu'à 11 h et après, on va voir Dr. Tam Dang Vu. Merci. Merci.